j'ai le grand plaisir de vous présenter un chef-d'œuvre de l'argenterie romaine d'époque augustéenne, la coupe à l'Afrique du trésor de Bosco-Réal, conservée depuis 1895 au département des antiquités grecques, étrusques et romaines et présentée habituellement salle Henri II. Remarquable par son état de conservation, elle a traversé 2000 ans sans dommage, cette coupe est exceptionnelle par sa qualité d'exécution, les diverses techniques mises en œuvre et par son décor, à la fois somptueux et intrigant. Objet de prestige par excellence, cette coupe relève d'une typologie particulière de l'argenterie romaine, celle des coupes à embléma, qui signifie médaillon en grec, des coupes dont le fond est occupé par un médaillon orné ici d'un buste féminin traité en très haut relief. Ces coupes faisaient partie des objets de prestige qui n'avaient pas d'autre fonction que celle de symboliser la richesse et la culture de leurs propriétaires. Elles étaient placées, exposées, pourrait-on dire, sur des dressoirs offertes à l'admiration des convives. Ce type de vaisselle est attesté à Tarente, en Italie du Sud, à l'époque hellénistique. Il se répand à Rome à la fin de la République. Les textes des juristes-consultes romains nous apprennent que les coupes d'argent ornées de reliefs ou de portraits formaient une classe à part, distincte de l'argenterie de table. Elles constituaient une sorte d'argenterie d'apparat. Les médaillons avaient une valeur supérieure à celle des coupes dans lesquelles ils étaient insérés. Du point de vue de sa fabrication même, cette coupe illustre la virtuosité technique des maîtres en tauretique, qui est l'art de ciseler les métaux précieux, actifs en Campanie à la fin de la République et au début de l'Empire. C'est d'abord par la variété des techniques mises en œuvre que cette œuvre est remarquable. La coupe à l'Afrique est composée de 4 éléments. Le pied, que nous verrons dans un instant, la coupe en elle-même, l'embléma, donc le médaillon au centre, et un anneau intermédiaire. Elle mesure 22,7 cm de diamètre pour une hauteur de 6,7 cm. Le diamètre de l'embléma est quant à lui de 14,5 cm. L'ensemble pèse précisément 934,7 grammes. La coupe elle-même et le pied annulaire ont, selon toute vraisemblance, été réalisés en une seule pièce par la technique de la fonte. Dans un second temps, ils ont été travaillés autour pour être ornés de cercles concentriques sur le pied, vous les voyez ici, et de fines rainures sur les faces externes et internes de la coupe. Sur le pourtour de la partie interne du fond de la coupe court une petite inscription très régulière, ici, donnant le poids de l'ensemble, celui de la coupe et celui de l'embléma. Elle a été inscrite avec un petit poinçon circulaire frappé à la surface. À l'intérieur de la coupe, les bandes délimitées par de fines lignes incisées ont reçu un décor varié, entièrement réalisé au poinçon et au ciselet. Des bordures perlées imprimées au poinçon encadrent un fin décor tressé. Celui-ci est ponctué de motifs circulaires, que l'on distingue ici, enfoncés au poinçon, qui sont reliés entre eux par des encoches formant des tresses à 2 brins. Un large bandeau végétal orne la partie médiane de l'intérieur de la coupe. Une alternance de branches de myrte et d'olivier y est finement ciselée. Le tracé du décor ressort sur un fond maté par léger martelage, ce que l'on voit très clairement sur ce grossissement. Il est rehaussé de dorures appliquées par diffusion. Le médaillon central a été fabriqué à part, puis rapporté. Si l'essentiel du décor a été obtenu grâce à la technique du repoussé, c'est-à-dire par un travail de la feuille d'argent par l'envers, tous les détails qui l'agrémentent ont été réalisés à l'aide de différents poinçons et ciselets sur l'endroit de la feuille de métal. Des traits courts et fins, que l'on distingue très clairement ici, tracés au ciselet, soulignent ou dessinent le pourtour des attributs et des détails, comme le pelage de cette panthère,
également le pelage du lion ou le plumage du l'aigle que nous verrons tout à l'heure. Les pupilles, narines, boucles de cheveux, le centre de certains fruits qui emplissent la corne d'abondance, ainsi que de nombreux détails, ont été dessinés à l'aide de multiples poinçons. Une dorure à la feuille, appliquée par diffusion mais aujourd'hui usée, rehaussait certains éléments du décor, comme la dépouille d'éléphant et la tunique. Un anneau d'argent plein, mouluré autour, encadre l'embléma qu'il retient sur le fond de la coupe où il est soudé. La coupe et le médaillon sont donc partiellement dorés par diffusion. Les limites des feuilles d'or appliquées à la surface de l'argent sont décelables sur le bandeau ciselé de feuilles de myrte et d'olivier et sur certaines parties de l'embléma, notamment le devant du chitone, le croissant de lune, la dépouille d'éléphant et certains attributs. Une femme est représentée en buste, vêtue d'un chitone lui dénudant une épaule. D'origine ionienne, le chitone est une tunique de lin au fin plissé, cousue sur les côtés, ceinturée à la taille, pouvant être courte ou longue. L'étoffe est fixée sur les épaules ou sur le bras par une couture ou des agrafes pouvant être plus ou moins nombreuses, donnant ainsi au chitone des manches de longueur variable. On voit ici les agrafes qui maintiennent le tissu. Le visage de cette femme est plutôt triangulaire. Il se caractérise par un nez fin, légèrement busqué, de grands yeux, une bouche aux lèvres charnues et un menton un peu proéminent. La chevelure bouclée se termine en de fines mèches. Elle est coiffée d'une dépouille d'éléphant dont la trompe se dresse entre les deux défenses et on aperçoit également un des yeux donc, de l'animal. Les lobes des oreilles percés, on voit le petit trou ici, devaient recevoir des boucles d'oreilles qui ont aujourd'hui disparu. Ce buste féminin évoque immédiatement l'iconographie de la personnification de l'Afrique. L'Afrique, comme figure allégorique, est attestée par des sources littéraires, notamment dans des lettres de Pline le Jeune ou dans les annales de Tacite. Mais la province d'Afrique était également vénérée comme une divinité dans toutes les provinces d'Afrique du Nord, et cette divinisation de la province est notamment mentionnée par Pline l'Ancien dans son Histoire naturelle. Sur le plan iconographique, l'Afrique est toujours représentée sous les traits d'une femme dont la tête est couverte d'une dépouille d'éléphant. Les oreilles sur les côtés, la trompe sur le devant de la tête entre deux défenses, et elle peut être accompagnée, dans certains cas, notamment sur des monnaies, d'un lion. Vous avez ici donc différentes monnaies et également une lampe, un autre emblème, un autre médaillon en bronze, donc, qui nous montre cette personnification de l'Afrique. L'Afrique est parfois représentée en compagnie d'autres divinités allégoriques comme Rome. Sur une autre pièce illustre du trésor de Bosco-Réal, la coupe d'Auguste, l'empereur trônant sur une estrade, ici au centre, reçoit une statuette de Victoire ailée des mains de Vénus. Derrière lui, le dieu Mars, en costume militaire, conduit un groupe de 7 personnes, parmi lesquelles on peut facilement reconnaître les personnifications des provinces soumises. L'une au moins est identifiable par sa coiffure, la dépouille d'une tête d'éléphant. C'est l'Afrique, que vous devinez ici. Les suivantes sont moins faciles à identifier, faute d'attributs ou d'ornements caractéristiques, mais il s'agit sans aucun doute de l'Asie, de la Gaule et de l'Espagne, etc. Mais cette femme, représentée en buste, est accompagnée de nombreux attributs et symboles de divinités du panthéon gréco-romain ou isiaque. L'arc, terminé par une tête de griffon, est le carquois dont on aperçoit l'extrémité de la déesse Artémis. La massue est le lion d'Héraclès. Le cistre d'Isis. Sous la main, on aperçoit le dauphin de Poséidon, les tenailles d'Héphaïstos, le bâton autour duquel s'enroule un serpent d'Asclépios, l'épée dans son fourreau, on voit simplement le fourreau ici,
car l'épée est sous la corne d'abondance d'Arès. En remontant, on aperçoit la panthère de Dionysos. La corne d'abondance qui est ornée d'Hélios et d'un aigle surmontant l'aigle ici, surmontant un rocher sur lequel figurent donc les bonnets des Dioscures, Castor et Pollux. À droite de la corne, vous reconnaissez la lyre d'Apollon. Et enfin, au sommet, le croissant de lune d'Isis. De la main droite, cette femme tient un cobra entouré autour de son poignet, la tête tournée vers sa poitrine, cobra qui rappelle l'Uræus égyptien. Cette profusion de symboles invite à aller plus loin dans l'identification de cette femme, et les études et diverses hypothèses formulées depuis la découverte de la coupe n'ont pas manqué. Certains symboles, tels le cobra, le cistre, l'aigle qui peut aussi être associé au Ptolémée et dont la pose est caractéristique, la grenade qui se situe au sommet de la corne d'abondance et qui est aussi un symbole de la colonie juive d'Alexandrie, ont un lien direct avec l'Égypte et ont permis d'associer cette figure féminine à une personnification de la ville d'Alexandrie, capitale de la province d'Égypte, Alexandrie, dont la position maritime serait indiquée par le dauphin. Les fruits de la corne d'abondance seraient les fruits de l'Égypte, auxquels est associé l'épi de blé qui constituait une des ressources agricoles principales de cette province. La personnification de la ville d'Alexandrie d'Égypte n'est pas attestée dans la littérature antique, mais elle est identifiée sur des monnaies grâce à des inscriptions. Également, on la retrouve sans doute sur un enduit peint, reproduit ici en bas à gauche, de la maison de Méléagre à Pompéi, où l'on voit une femme drapée, assise sur un trône, la tête protégée par un parasol que tient une servante. À sa droite, une femme tient une défense d'éléphant. À sa gauche, une autre femme est coiffée d'une dépouille d'éléphant. Au second plan, je ne sais pas si vous le voyez très clairement, ici. Donc, on reconnaît un navire. Cette femme coiffée de la dépouille d'éléphant pourrait être une représentation allégorique du port d'Alexandrie. On a aussi pensé à la personnification de l'Égypte comme province romaine, mais cette figure allégorique n'est pas mentionnée dans les sources littéraires et semble avoir été peu représentée, car éclipsée par l'image d'Alexandrie, sa ville principale. Seules des monnaies plus tardives, frappées à Rome à l'époque d'Adrien, montrent des représentations certaines de l'Égypte, sous les traits d'une femme représentée allongée, avec un cistre à la main et un ibis à ses pieds, identification qui est assurée par l'inscription à Aegyptos que ces monnaies portent. En bref, les premières publications parues sur cette coupe à embléma, communément appelée la coupe à l'Afrique, tournent autour de l'identification de cette personnification, Afrique, Alexandrie ou Égypte. En 1951, un chercheur italien, Matteo della Corte, propose pour la première fois de dépasser cette interprétation purement allégorique en émettant l'hypothèse que ce buste serait peut-être un portrait. En effet, il ne s'agit pas d'un visage idéal, mais d'un visage avec des traits individualisés. Sa forme est triangulaire, le nez fin est légèrement busqué, les yeux sont grands, la bouche est ceinte de lèvres charnues et le menton présente une légère proéminence. Matteo della Corte propose alors d'y voir un portrait d'une princesse égyptienne personnifiant son pays d'origine. Il avance alors le nom de Cléopâtre VII, l'illustre descendante de la dynastie Lagide, la dernière reine d'Égypte. Fille de Ptolémée XII, elle gouverne l'Égypte de 51 à 30 avant notre ère, successivement avec ses frères et époux Ptolémée XIII et Ptolémée XIV. Elle noue une liaison avec Jules César, dont elle a un fils, Césarion, et séjourne 2 ans à Rome, qu'elle fuit après l'assassinat de César en 44 avant notre ère. De retour en Égypte, elle fait assassiner Ptolémée XIV et se retrouve seule à la tête du pays. À partir de 41 avant notre ère, Cléopâtre VII devient la compagne d'Antoine, maître de l'Orient, depuis la bataille de Philippe,
un an plus tôt, qui scelle donc la défaite des assassins de César. Malgré son mariage avec Octavie, la sœur d'Octave, Antoine s'installe en Égypte où Cléopâtre VII donne naissance à leurs enfants, des jumeaux, Alexandre Hélios et Cléopâtre Sélénée. Mais les relations entre Antoine et Octave se dégradent. Quand Antoine divorce d'Octavie en 32 avant Jésus-Christ, Octave lui déclare la guerre. Le conflit dure pendant 1 an, sur terre et sur mer, et se conclut en 31 avant Jésus-Christ par la bataille d'Actium, sur la côte occidentale de la Grèce. 1 an plus tard, Antoine et Cléopâtre se suicident, laissant le champ libre aux vainqueurs. Le portrait de Cléopâtre de Berlin, présenté ici à gauche, est d'identifier grâce à des effigies monétaires. Il présente un type que l'on retrouve sur des monnaies d'Alexandrie et d'Ascalon. La reine est représentée coiffée du bandeau royal, avec une coiffure ondulée, caractéristique, que l'on dit en côte de melon, d'où s'échappent quelques bouclettes qui descendent notamment sur le front. Son nez est fin et long, ses narines sont également fines, la bouche est légèrement pincée à ses extrémités, la lèvre inférieure plus charnue que la lèvre supérieure. Cette tête, qui devait être encastrée dans un corps drapé, est généralement considérée comme un portrait alexandrin, mais l'origine italienne est plus probable, comme pour le portrait du Vatican, dont l'identification repose également sur des effigies monétaires, sur lesquelles on retrouve la même coiffure caractéristique faite d'ondulations, donc en côte de melon, et cette fois-ci, la coiffure est ceinte d'un large diadème à la mode hellénistique. Ce portrait se caractérise par de grands yeux ouverts et une petite bouche. La protubérance au-dessus du crâne peut être le reste d'une mèche de cheveux ou d'un uréus placé au sommet du front. Le bouchon d'encastrement, qui est la partie inférieure, indique que ce portrait appartenait à une statue drapée, et donc il est daté du séjour de Cléopâtre à Rome autour de 46 avant notre ère. Il serait peut-être celui d'une réplique de la célèbre statue en or de Cléopâtre, commandée par Jules César pour le temple de Vénus Génitrix sur son forum à Rome. La déesse, en effet, aurait été représentée sous les traits de Cléopâtre VII, avec Eros, sous les traits de Césarion, donc leur fils, assis sur son épaule. L'hypothèse de l'identification de cette figure féminine de la coupe de Bosco-Réal à Cléopâtre VII a été reprise en 1954 par Jean Charbonneau, directeur du département des antiquités grecques, étrusques et romaines, dans un article consacré à un portrait de cette même souveraine, mais qui est conservé au musée de Cherchell. Découvert à Cherchell en 1901, ce portrait a d'abord été identifié à Agrippine, la mère de Néron. Son rapprochement avec des monnaies portant le profil de Cléopâtre VII a pu permettre de l'identifier, pour un temps au moins, à la dernière reine d'Égypte qui porterait un voile en signe de divinisation. Cette identification n'est plus admise aujourd'hui, par comparaison avec les portraits de Cléopâtre VII que nous venons de voir. Toutefois, le rapprochement de la coupe à l'Afrique avec ce portrait devenu anonyme de Cherchell a ouvert la voie à une autre comparaison, celle avec un autre portrait féminin de même provenance, celui d'une femme d'âge mûr qui se caractérise par un visage assez rond, traité avec réalisme, des yeux ronds, la joue plate renflée vers le bas, la bouche maussade à la lèvre inférieure plus épaisse. Cette femme se distingue par la fameuse coiffure égyptisante en côte de melon, avec ondulation et bouclettes qui encadrent le front, coiffure proche de celle adoptée par les princesses ptolémaïques, Bérénice Ier, Arsinoé II et Bérénice II, et coiffure qui a été remise à la mode par Cléopâtre VII. Ici, cette coiffure est tenue par un diadème. On y devine également les restes d'un odus, donc une petite mèche de cheveux bombée sur le haut du front. Daté de la première décennie avant notre ère, ce portrait féminin a été retrouvé à proximité du palais de Juba II à Cherchell et a été identifié à Cléopâtre Sélénée, la fille de Cléopâtre VII et d'Antoine. Cette identification à Cléopâtre Sélénée repose notamment sur le style de la coiffure et sur le lieu de découverte.
Après la défaite d'Antoine à Actium en 31 avant notre ère et le double suicide d'Antoine et de Cléopâtre VII l'année suivante, leurs enfants, Cléopâtre Sélénée et Alexandre Hélios, à peine âgés de 10 ans, furent envoyés en exil à Rome. Ils figuraient dans le triple triomphe d'Octave à son retour à Rome, célébré les 13, 14 et 15 août de l'année 29 avant notre ère. Le premier triomphe, celui du 13 août, fut décerné pour les campagnes personnelles d'Octave de 35 et de 34 contre les Pannoniens et les Dalmates. Celui du 14 août célébrait Actium et celui du 15 la défaite de l'Égypte. C'est dans ce dernier triomphe qu'était présentée une effigie de Cléopâtre VII sur son lit de mort. Devant les chars marchaient ses deux jumeaux, Alexandre Hélios et Cléopâtre Sélénée, enchaînés par le cou avec des chaînes d'or. D'après Suétone, dans la vie d'Auguste, Octave leur réserva un sort convenable à leur naissance. En effet, les enfants furent confiés à Octavie, la sœur du vainqueur, mais aussi l'épouse répudiée d'Antoine, qui se chargea de leur éducation. À Rome, Alexandre Hélios et Cléopâtre Sélénée furent élevés avec un autre enfant exilé, Juba II, fils de Juba Ier, qui nous ramène à Cherchell. Cherchell, aujourd'hui située à 90 km à l'ouest d'Alger, correspond à la ville antique de Césarée de Maurétanie, qui fut la capitale d'un petit royaume hellénisé dont l'histoire est liée à celle de Rome, à travers notamment le destin de deux hommes. Tout d'abord, Juba Ier, ici à gauche, qui fut le dernier roi de la Numidie orientale, de 60 à 46 avant notre ère. Allié de Pompée pendant la guerre civile, il fut vaincu par Jules César à la bataille de Thapsus en 46 avant notre ère et se donna la mort. Son fils, Juba II, ici à droite, né vers 52, fut emmené captif à Rome après cette défaite. Quelques années plus tard, son éducation fut confiée à Octavie, qui aura la charge, à partir de 29, de celle de Cléopâtre Sélénée et d'Alexandre Hélios. Les trois enfants furent donc élevés à Rome dans l'entourage impérial. En 25 avant notre ère, Octave, devenu Auguste, plaça Juba II à la tête du royaume de Maurétanie. À la 6e année de son règne, c'est-à-dire en 19 avant notre ère, le jeune roi épousa Cléopâtre Sélénée, qui devint reine de Maurétanie et le demeura jusqu'à sa mort en 4 avant notre ère. Passionné de littérature et de recherche plus que de politique, Juba II fit de son royaume, plus qu'un État client, un État dépendant de Rome. Lui-même était d'ailleurs citoyen romain, sa cour imitait celle de Rome. La capitale, donc baptisée Césarée de Maurétanie, aujourd'hui Cherchell, revêtut l'allure d'une ville romaine de 370 hectares, et elle fut entourée d'une des plus vastes enceintes du monde romain. Elle développa un urbanisme grandiose autour du forum, du palais royal, avec notamment un aqueduc, un théâtre et un amphithéâtre. L'activité portuaire de la ville était tournée vers Ostie. La vie religieuse mêlait le culte impérial, une des premières manifestations donc, en Occident, des cultes africains, romains et égyptiens. Cette cité devint rapidement un brillant centre culturel et artistique, ainsi qu'un grand foyer d'hellénisme. On y a donc retrouvé un certain nombre de portraits datés du règne de Juba II, qui se situe entre 25 avant notre ère et 23 de notre ère. Ici donc, le portrait de Juba Ier serait un portrait posthume et il s'apparente à une représentation en Jupiter, car ce roi fut l'objet d'une divinisation sous le règne de son fils. C'est ainsi que le portrait féminin de Cherchell, contemporain de Juba II, a été identifié à celui de Cléopâtre Sélénée, en raison aussi du bandeau royal qui ceint sa chevelure. Daté de la fin de vie de la reine de Maurétanie, qui mourut à 35 ou 36 ans en 5 ou 4 avant notre ère, il porte les marques de dévotion et d'affection pour l'Égypte, pays d'origine de sa mère. On y décèle en effet un mélange de modes égyptiennes et d'influences de la statuaire d'époque hellénistique. Ce portrait de Cherchell, dont l'identification, bien que non assurée, semble probable, présente des analogies avec le buste féminin de la coupe à embléma de Bosco-Réal, et notamment la ligne des sourcils
et la forme du bourrelet sourcilier, le nez légèrement busqué, l'avancée de la lèvre inférieure, le menton rond qui se détache donc d'une puissante mâchoire, et enfin, indice capital, l'arrangement des boucles de cheveux autour du front. Ce dernier indice permet même de penser que le buste de Bosco-Réal et la tête de Cherchel se référeraient au même prototype. Si cette identification est valable, la corne d'abondance ferait référence à la famille royale ptolémaïque et spécifiquement à Cléopâtre Sélénée, à laquelle le croissant de lune, il faut savoir que Sélénée en grec signifie lune, donc à laquelle le croissant de lune serait une allusion directe, alors que son frère jumeau, donc je vous rappelle qu'il s'appelait Alexandre Hélios, serait représenté ici sur la corne d'abondance, donc sous les traits d'Hélios. Par ailleurs, la corne d'abondance et les dioscures sont courants dans l'iconographie ptolémaïque. La vipère, ici associée donc à une panthère, évoquerait la fécondité plus que le suicide de Cléopâtre VII. La dépouille d'éléphant donc ferait référence à la position de Cléopâtre Sélénée donc en tant que reine de Maurétanie. Et les autres symboles sont présents, présents sur la coupe, se retrouvent sur des monnaies frappées sous Juba II. Cette coupe, dite à l'Afrique, prend place dans l'un des plus importants trésors d'argenterie romaine trouvés dans les sites recouverts par les cendres du Vésuve. Découvert en 1895 lors des fouilles d'un domaine agricole antique à Bosco-Réal, sur les pentes du Vésuve, là vous avez le cratère du volcan, donc ici Bosco-Réal, donc à quelques kilomètres au nord de Pompéi, la vaisselle d'argent avait été enveloppée dans un sac de toile avec des bijoux et des monnaies et mise à l'abri dans la citerne à vin de la villa, probablement peu avant l'éruption du volcan en 79 de notre ère. Il s'agissait d'une villa liée à une exploitation agricole, une villa rustica divisée en pars urbana, qui correspond à l'habitation et qui s'étend donc dans la partie nord-ouest, et en pars rustica, donc, qui comprend les bâtiments liés à l'exploitation dans le secteur sud-est. Cette villa rustica n'était pas la résidence principale du propriétaire, mais probablement une maison secondaire qui n'était pas non plus une villa de plaisance, mais une villa liée à l'activité économique du domaine. La villa et ses abords ont été complètement dégagés et forment un ensemble de 40 mètres de long sur 25 mètres de large, soit une superficie de 1000 mètres carrés environ. Les premières fouilles de la villa débutent en 1875 sous la direction de Michele Ruggiero, qui est alors directeur des travaux à Pompéi. Elles sont arrêtées le 31 décembre 1876. Elles seront reprises le 10 septembre 1894 jusqu'en 1895, puis entre mai 1896 et 1899, à l'instigation de Vincenzo De Prisco, propriétaire du terrain, fonctionnaire au ministère des Finances, député au Parlement italien et donc archéologue amateur. Angelo Pasqui, inspecteur du gouvernement italien, était chargé de la surveillance des fouilles. Ces fouilles ont donc été menées de façon parfaitement légale, sous le contrôle des autorités italiennes compétentes en la matière, publiées et ainsi portées à la connaissance de la communauté scientifique de l'époque. On y a mis au jour des restes d'enduit peint dans le secteur lié à l'habitation, restes d'enduit peint avec des décors de fausses architectures et des animaux fantastiques. Ces enduits peints furent déposés, puis envoyés au Field Museum de Chicago après leur acquisition par Edward Ayer, qui était un grand bibliophile, un des fondateurs du Field Museum de Chicago, et qui constitue une collection d'antiques d'époque romaine lors d'un séjour en Italie au milieu des années 1890. À côté de répliques d'objets en bronze découverts à Pompéi, il achète une cinquantaine d'œuvres originales provenant de Pompéi et Bosco-Réal, donc notamment ces enduits peints, mais également des pièces de mobilier et de la vaisselle de bronze,
qui passe finalement très rapidement sur le marché de l'art, notamment par l'intermédiaire des frères Canessa, qui sont des antiquaires établis à Naples, Paris et New York. Et ces pièces de mobilier et de vaisselle vont être réparties entre les collections du Field Museum de Chicago, du British Museum de Londres et de l'Altes Museum de Berlin. Vous avez là une vue ancienne de l'Altes Museum. La découverte du trésor d'argenterie au fond d'une citerne est relatée par Antoine Héron de Villefosse, conservateur du département des Antiques, qui se rendit sur le site de Bosco-Réal, visité avec Desprisco le 6 novembre 1896. Il donne une description très précise de la citerne où a été retrouvé le trésor et des conditions de sa découverte dans la publication magistrale de 1899. Et là, je cite Antoine Héron de Villefosse. « C'est le 13 avril 1895, la veille de Pâques, que la découverte eut lieu à Bosco-Réal. On venait de payer les ouvriers. On se disposait à les congédier jusqu'à la semaine suivante. Toutes les constructions de la villa étaient dégagées. Il semblait que les fouilles n'offraient plus grand intérêt. La journée, cependant, n'était pas finie. Les ouvriers, pour ne pas rester inoccupés, se mirent à vider le puits du pressoir. L'un d'eux, nommé Michele, y descendit. Ici. À un moment donné, il remonta en affectant un très grand malaise et en se plaignant du mauvais air qu'il venait de respirer. Naturellement, aucun de ses camarades ne fut tenté de prendre sa place et de renouveler une expérience qui semblait lui avoir si mal réussi. Chacun se retira après cet incident. Michele, resté seul avec M. Desprisco, lui fit part de ce qu'il avait vu. Tous deux revinrent pendant la nuit avec une lanterne et des paniers, descendirent dans le réservoir et enlevèrent, pour les mettre en lieu sûr, les objets qui s'y trouvaient. C'est ainsi que le trésor échappa au gouvernement italien, malgré, et on pourrait dire aussi très justement, à cause de la surveillance étroite exercée sur les fouilles. Et Antoine Héron de Villefosse rajoute en note « Ces faits m'ont été racontés par un gardien de Pompéi qui avait pris part à la surveillance des fouilles de Bosco-Réal. Michele, après avoir reçu une récompense de M. Desprisco, alla boire dans les cabarets voisins et ne put retenir sa langue. La découverte fut très promptement ébruitée et connue des autorités. Une enquête eut lieu tout de suite, mais les objets étaient déjà en sûreté et ne purent être saisis. » Fin de citation. La vente du trésor a été en effet promptement organisée par les frères Canessa en relation avec Vincenzo Desprisco, qui, je le rappelle, était donc le propriétaire du terrain, par ailleurs fonctionnaire au ministère des Finances et député au Parlement italien. Le trésor aurait d'abord été proposé à la vente au musée archéologique de Naples, qui ne put l'acquérir. La législation sur le patrimoine était encore mal établie et surtout mal appliquée, et la vente en Italie semblait difficile. Dès le mois de mai 1895, 41 pièces du trésor furent proposées par un des frères Canessa à la vente à Paris. Ernest Babelon, qui était conservateur du cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale de France, fut informé de cette découverte et en fit part à son collègue et ami Antoine Héron de Villefosse, conservateur donc du département des Antiques, également membre de l'Institut. Le 23 mai, une démarche officielle est entreprise par Desprisco et Canessa auprès du directeur des musées nationaux dans l'intention de vendre une partie du trésor. Faute de moyens, le ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts ne put se porter acquéreur. C'est finalement le baron Edmond de Rothschild qui acquit les 41 pièces qui faisaient l'objet de négociations dans le but de les donner à l'État pour qu'elles soient exposées au musée du Louvre. Une deuxième transaction, concernant 55 autres objets du trésor, eut lieu en octobre de la même année. Au total, le baron Edmond de Rothschild acquit 96 pièces d'argenterie pour le compte du musée du Louvre. Les musées nationaux acquirent quant à eux 8 objets en or retrouvés avec l'argenterie. L'ensemble fut exposé, après avoir été restauré, dès octobre 1895, dans la salle des bijoux du pavillon du roi, qui correspond à l'ancien cabinet de Louis XIV, édifié par Louis Levaux de 1655 à 1658.
Devenu salle d'assemblée de l'Académie royale à partir de 1722, il accueille ensuite la bibliothèque de l'Institut, puis, sous la Restauration, les objets précieux du musée. Le trésor fut présenté dans cette salle jusqu'au début des années 1990. Et en 1997, il fut transféré dans la salle Henri II, voisine, où il demeure aujourd'hui. Ce trésor d'argenterie, dont vous avez ici une sélection, et précisément la sélection qui sera exposée dans quelques jours aux Galeries nationales du Grand Palais, ce trésor d'argenterie, donc prestigieux, comprend plus de 100 objets d'une qualité exceptionnelle, 102 pièces d'argent qui représentent au total près de 30 kg de métal précieux, soit environ 91,5 livres romaines, dont la valeur monétaire est évaluée à 44 700 000 sesterces. Le poids des 8 bijoux correspond à 635 grammes d'or, soit 11 600 sesterces. L'ensemble avait donc une valeur colossale dans l'Antiquité, valeur encore accrue par le millier de pièces d'or trouvées à proximité et dont on a très vite perdu la trace. Comme dans les autres trésors, on y retrouve une répartition en deux groupes. La vaisselle de table, que l'on appelle en latin ministerium, et les objets de toilette, argentum balneare. Ces nombreuses pièces d'argenterie reprennent des typologies plus anciennes, venues pour la plupart des formes grecques. Ce ne sont pas des formes spécifiquement métalliques, elles existent également en céramique, en verre, et sont aussi attestées en bronze. Mais les pièces d'argent constituent la vaisselle d'apparat la plus prestigieuse. Au sein de la vaisselle de table, on distingue la vaisselle pour le service de la boisson, que l'on appelle argentum potorium, qui comprend donc les vases destinés à boire, mais aussi à mélanger et à verser les boissons. Donc, cette vaisselle liée au service de la boisson est constituée par des cratères, des cruches, des coupes, des passoires, que vous avez ici donc un pichet, une nocoé. C'est le type de vaisselle le plus représenté dans le trésor de Bosco-Réal, où les coupes d'une grande richesse ornementale tiennent une place essentielle et montrent combien les orfèvres romains ont puisé dans l'orfèvrerie hellénistique pour produire des formes qui leur sont propres. Ainsi, le trésor de Bosco-Réal comporte les principaux types de vases de l'époque républicaine et du début de l'Empire. L'autre typologie de vaisselle représentée, mais dans une proportion moindre, relève de l'argentum escarium qui correspond au service de la table, escarius en latin signifiant qui est servi au repas. Cela comprend les assiettes, plats, plateaux, bassins et cuillères, dont vous avez quelques exemples ici. À côté de ces deux catégories de vaisselle de luxe, se distingue donc une troisième catégorie, les pièces de prestige, dont relève la coupe dite à l'Afrique, qui, comme je le soulignais en introduction, n'ont pas de fonction strictement utilitaire, mais témoignent de la richesse et du rang social de leurs propriétaires. Ces pièces d'apparat, qui ne servaient donc pas à disposer les aliments ou les boissons, mais qui étaient exposées lors des banquets, peuvent aussi revêtir une signification politique. Ainsi, le portrait de Cléopâtre Sélénée de la coupe dite à l'Afrique manifesterait l'attachement de son propriétaire à la famille impériale, Juba II et Cléopâtre Sélénée étant très liés à l'entourage de l'empereur. L'allusion au pouvoir semble très claire. Cette coupe ferait référence à la politique menée par Auguste et aux alliances qu'il noue avec des royaumes alliés, ici le royaume de Maurétanie. Le cas n'est pas isolé au sein du trésor. Deux autres coupes d'un autre type, donc des schiphoi, qui sont présentées ici, à gauche, portent un décor historié également exceptionnel, mettant en scène les détenteurs du pouvoir à Rome. À gauche est représentée donc la clémence d'Auguste, et à droite, le triomphe de Tibère, son successeur. Ainsi, la coupe dite à l'Afrique s'inscrit parfaitement dans les productions artistiques d'époque augustéenne. Déjà, elle illustre l'essor de l'argenterie qui accompagne un nouveau goût du luxe consécutif aux conquêtes de la fin de la République. Ensuite, elle témoigne de l'excellence acquise par les artisans en tauretique qui maîtrisent comme jamais les procédés techniques. Enfin, elle montre comment les objets d'apparat, produits pour un contexte privé, portent un décor riche et complexe, sans doute à plusieurs niveaux de lecture, révélant l'adhésion d'une classe sociale élevée au nouveau régime politique instauré par Auguste.
Je vous remercie de votre attention.